La lutte contre le travail des enfants s'intensifie en Côte d'Ivoire. Un nouveau plan d'action vient d'être mis en place. En quoi consiste-t-il? Nous en saurons davantage dans cette édition. Et nous irons à l'Assemblée nationale pour voir les rencontres du président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, s'est entretenu aujourd'hui avec deux diplomates. Il s'agit de l'ambassadeur de France et celui de la Chine, accrédité en Côte d'Ivoire. La 21e conférence des partis sur le climat tenue au Bourget à Paris a pris fin samedi dernier. Un rendez-vous qui a permis l'adoption d'un accord ambitieux pour sauver la planète. Nous ferons le point de cette rencontre sur le climat avec notre envoyé spécial dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. La lutte contre le travail des enfants s'intensifie en Côte d'Ivoire. Un nouveau plan d'action vient d'être mis en place. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a publié ce plan aujourd'hui. Mais en quoi consiste-t-il? Nous aurons les éléments de réponse avec notre reporter Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions. Abidjan, ville lumière d'épuisière, la capitale économique ivoirienne, a revêtu sa plus belle parure de lumière et affiche une image rayonnante. Le ton est ainsi donné pour les fêtes de fin d'année. La cérémonie de lancement ponctuée de feux d'artifice était présidée par la première dame, Dominique Ouattara. Alexis Ouedraogo. Pression sur un bouton et la lumière jaillit, puissante. Elle donne le top départ de l'illumination de la capitale économique ivoirienne. Ces lumières scintilleront durant toutes les fêtes de fin de l'an, avec en clou un spectacle gigantesque de feux d'artifice. Pour la cheville ouvrière de cette célébration, l'entreprise Apothéose, avec cette décoration, Abidjan n'a plus rien à envier aux plus grandes capitales du monde. Présent pour cette fête, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est voulu rassurant quant au dispositif mis en place pour garantir la sécurité des populations pendant ces fêtes de fin de l'an. Je vous souhaite une belle fête de Noël, je vous souhaite une belle fête de fin d'année et vous dire que les forces de sécurité seront à vos côtés pour vous accompagner pour que tout se passe très bien. La première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, a souhaité que chacune de ces lumières puisse briller dans le cœur des Ivoiriens. Abidjan, perle des lumières, symbolise véritablement le passage à l'année nouvelle avec ses nouveaux défis et ses projets. Les lumières magnifiques qui scintilleront durant les fêtes seront l'occasion renouvelée pour les Ivoiriens de se réunir et de partager des moments merveilleux, sans distinction d'origine, d'âge, de religion ou d'appartenance politique. Plus de 5 km de décoration en 9 points clés du district d'Abidjan, un parc d'attractions lumineux dénommé l'île enchantée, avec un Père Noël de plus de 9 mètres de hauteur, autant. Voilà, Abidjan Ville Lumière, le ton est donc donné pour les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Nous partons à présent à l'Assemblée nationale pour voir les rencontres du président du Parlement ivoirien. Guillaume Soro s'est entretenu aujourd'hui avec deux diplomates. Il s'agit de l'ambassadeur de France et celui de la Chine, accrédité en Côte d'Ivoire. Il a été question notamment de coopération parlementaire. On en sait plus avec Michel Digré. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire reçu en audience par le président du Parlement ivoirien. Après 1 heure d'échange, l'ambassadeur Georges Serre est face à la presse. On fait un échange sur un certain nombre d'événements récents et donc également parler bien sûr de l'avenir. Vous savez, donc une session parlementaire là, qui se termine vendredi, donc, qui se clôture. Et où le président d'ailleurs fera le discours de clôture comme c'est l'usage. Voilà, et puis on a parlé aussi de coopération parlementaire puisque le président Soro était en mission en France où il a rencontré à la fois son homologue mais aussi le président du Sénat. Et tout cela en discutant également, en commençant à parler d'échanges notamment en matière de constitutionnalité. Par exemple, on sait qu'on va bientôt discuter de réforme constitutionnelle
en Côte d'Ivoire, eh bien c'est normal qu'il y ait des échanges de ce type-là qui se fassent. Voilà, donc nous avons discuté sur tous ces éléments pendant le temps qui vient de s'écouler. Les journalistes, eux, veulent plus de détails sur la suite des récents incidents évoqués par l'ambassadeur. Mais pour Georges Serre, il faut plutôt tourner la page. Là, d'abord, les diplomates ne font pas de commentaires sur les affaires judiciaires. Hein. C'est une règle qui est immuable. Voilà, donc, mais le président Soro est rentré. Voilà, on a surtout parlé de tout ce qui est aussi le futur et de cette coopération excellente que nous avons en matière parlementaire entre les institutions françaises et l'Assemblée nationale ivoirienne. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, lui, a fait le point du sommet sino-africain tenu à Johannesburg. La Chine veut être un partenaire de l'Afrique et la Côte d'Ivoire ne sera pas en reste. La Chine intensifiera sa coopération avec le pays et son Parlement. Et la Côte d'Ivoire qui entretient aussi de bonnes relations avec le Maroc. Les deux pays vont renforcer leur coopération dans le domaine de l'automobile. 40 chefs d'entreprise marocains sont à Abidjan et ils ont pris part au forum d'échange économique avec leurs homologues ivoiriens. La mission s'est soldée par une signature de protocole d'accord. Paul Quadio, Abou Sanogo. La coopération économique ivoiro-marocaine se consolide. Une mission de professionnels marocains des secteurs de l'automobile et du cuir séjourne à Abidjan. Cette mission vise le renforcement des exportations des entreprises marocaines des secteurs concernés sur le marché ivoirien. Il s'agit de la première rencontre des opérateurs marocains et ivoiriens pour les secteurs de l'automobile et du cuir, pour aller vers l'expertise, l'assistance et l'accompagnement des PME marocaines et ivoiriennes qui veulent aller encore plus loin. Présenter les opportunités à saisir par un partenariat dans les secteurs de l'automobile et du cuir, c'est l'enjeu des rencontres entre les participants marocains et les opérateurs économiques ivoiriens. Les besoins sont évalués à 50 000 véhicules neufs dans le domaine du transport en commun. L'État entend les renouveler sur 5 années à raison de 10 000 véhicules par an. La Côte d'Ivoire a une expertise en ce qui concerne le cuir. Cette coopération devrait nous permettre d'améliorer la qualité de notre travail d'artisanat. Une bouffée d'oxygène, à savoir qu'il y a un plan d'accompagnement pour le renouvellement du parc automobile et surtout une installation d'un concessionnaire automobile en Côte d'Ivoire. Ça nous amènera à acheter des véhicules moins chers. Un protocole d'accord de coopération dans le secteur de l'automobile a été signé entre Maroc Export, l'association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile, la mairie de Cocody et 2 entreprises ivoiriennes. Ils viennent avec les moyens pour nous permettre, nous à Cocody, d'avoir de nouveaux taxis qui fera le bonheur de nos populations. Le secteur de l'automobile et celui du cuir font partie des secteurs que le gouvernement ivoirien a décidé de développer et de promouvoir. L'expertise du royaume chérifien a été sollicitée pour l'atteinte de cet objectif. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont au beau fixe. La balance commerciale s'est affichée excédentaire à fin 2014 au profit du royaume avec un solde commercial estimé à environ 66 milliards de francs CFA. Merci beaucoup. Comment faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au marché public? La question préoccupe l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF a donc conçu en 2004, je rappelle, le projet Amadé, accès au marché public pour le développement. En Côte d'Ivoire, le point focal, l'association pour la promotion du commerce extérieur, s'attelle à la formation des PME ivoiriennes. Noël Nyagno pour plus d'explications. Cette dame et ces messieurs sont des dirigeants ou représentants de dirigeants de 150 PME, petites et moyennes entreprises retenues par l'APEXI, Association pour la promotion du commerce extérieur de Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet AMAD, entendez accès au marché public pour le développement. Sur 2 jours, ils ont été initiés à l'exploitation de l'outil informatique dans le cadre de la recherche des informations sur les marchés publics. Chaque entreprise va définir son profil. C'est-à-dire, moi, je suis intéressé par le bâtiment, ou bien je suis intéressé par les routes, je suis intéressé par telle autre chose, afin que nous puissions leur donner des informations pertinentes, parce que trop d'informations tue l'information. Au-delà de l'accès au marché public, ces dirigeants des PME vont bénéficier d'appuis multidimensionnels dans le suivi de leurs activités. Notre ambition, c'est non seulement de leur fournir l'information, mais après, quand une entreprise a gagné un appel d'offres et qu'il est question de cautionnement, qu'elle n'arrive pas à le faire parce que c'est trop compliqué,
nous allons intervenir auprès des instances pour que les conditions puissent être assouplies. Nous allons les accompagner également pour celles, par exemple, qui ont exécuté un marché et qui ne sont pas payées. Nous allons continuer également le lobbying pour que ces paiements soient faits à temps et que le fait de gagner un marché ne soit pas une sentence pour l'entreprise. De l'avis des participants, l'initiative est louable. C'est une bonne chose parce que nous avons des informations que les dirigeants des PME ne connaissent pas. Comment il faut d'abord avoir la caution bancaire? Comment suivre ces activités lorsque nous avons une commande publique? L'AMAD, Accès au marché public pour le développement, date de 2004. C'est une initiative de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ses objectifs, il s'agit entre autres d'améliorer les capacités des organisations intermédiaires du secteur privé à appuyer les entreprises pour faciliter leur accès au marché public. Les fonctionnaires et agents de l'État sont-ils à l'heure au service? Sont-ils à leur poste? À 7h30, le ministère de la fonction publique, qui veut savoir, effectue depuis hier des contrôles inopinés dans les services de l'administration publique. Ces contrôles s'effectuent sur l'ensemble du territoire et ce matin, des agents du ministère se sont rendus dans les locaux du CHU de Cocody. Visite surprise, voyons cela avec Konipa Gassoro. Visite inopinée des agents contrôleurs de la fonction publique et de la réforme administrative. Il est 7h35 au CHU de Cocody. Le directeur général du centre hospitalier universitaire est le premier à recevoir la visite de ces agents de la fonction publique. Puis, un tour dans les autres services. Les agents de l'administration du CHU sont tous à leur poste. C'est réglementaire. À partir de l'instant où c'est réglementaire, on doit adhérer, on doit s'y soumettre. Voilà, donc c'est une obligation. Si à l'administration, les agents sont à leur poste, ce n'est pas le cas dans le service pharmacie. Ici, des retards et absences sont constatés. Les retardataires sont obligés de rattraper les agents contrôleurs dans le parking pour émarger. J'ai dit à la dame que j'étais sur le point de partir à la nouvelle PSP. Il s'agit pour nous d'aller chercher des firmes pour alimenter les services de la radiologie. J'étais au service technique, faire le nécessaire des préparatifs pour partir avec les chauffeurs. Quand vous êtes arrivé et puis je n'étais pas en place. J'habite à Yopougon, nous avons des difficultés pour avoir le bus. Tu peux te réveiller très tôt, mais si tu n'as pas assez d'argent sur toi pour prendre le bus nous met très en retard. Au service de la société Réanimation et Médecine d'urgence, refus de recevoir les agents contrôleurs. Pas question d'ouvrir la porte du service. Quand on arrive dans un service qu'on refuse de nous recevoir, c'est qu'il y a un problème. Donc on n'insiste pas, on rencontre la hiérarchie. Depuis quelques jours, des campagnes de sensibilisation ont été menées pour inviter les agents de la fonction publique à être à leur poste. Deuxième jour de l'application de cette mesure, les cas de discipline, de retard et d'absence ne seront pas tolérés. Si vous êtes absent à votre poste de travail pendant 3 jours et plus, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon ici les abandons de poste. Et les abandons de poste, il peut y avoir une sanction. Les horaires de travail dans l'administration publique sont fixés de 7h30 à 12h30 le matin et de 13h30 à 16h30 dans l'après-midi, du lundi au vendredi. Le village de l'Audio, dans le département de Tabou, se remet après l'attaque perpétrée récemment par des individus armés et qui a entraîné des morts. Le chef d'état-major général, Soumaïla Bakayoko, s'est rendu dans la localité pour rencontrer les populations. Il a appelé ces dernières à collaborer avec les forces de l'ordre. Témoignage signé Abou Sanogo. C'est à la résidence du sous-préfet de Olodio que le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, a rencontré toutes les têtes couronnées de la région de Grabo, Tabou et Olodio, ainsi que les cadres, guides religieux et l'administration représentée à son plus haut niveau. Sur l'objectif de sa visite, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a signifié qu'elle s'inscrit dans la série d'activités qu'il a menées depuis le 2 décembre, jour de l'attaque de position des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Olodio jusqu'à ce jour. Entre autres, présenter les condoléances des forces républicaines de Côte d'Ivoire et dire sa compassion en tant que chef des armées aux militaires, à leurs familles et à la population d'Olodio. Je voudrais demander à nos populations, à nos parents, de nous aider
à accomplir notre mission, de nous aider à les défendre, faisant en sorte qu'ensemble, nous puissions déceler les éléments mal intentionnés. Revenant sur ces événements, le sous-préfet de la localité a rappelé le ralentissement des activités économiques du fait de cette attaque, propos renchéris par le représentant des cadres qui n'a pas manqué de manifester son indignation et son incompréhension. Pour lui, cette attaque ne saurait être justifiée. Ce peuple s'est inscrit résolument dans la dynamique de développement initiée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, parce que son objectif, c'est le développement. Après ces échanges, le général de corps d'armée et sa délégation ont pris congé des populations. Ils sont au total 20 notaires. Ils viennent de recevoir une formation de médiateurs professionnels. La formation a été dispensée par des experts de l'école professionnelle de médiation et de négociation de Bordeaux en France. Le reportage de Maïsako. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de se rendre à Bordeaux en France pour bénéficier de la formation des médiateurs professionnels. Ils peuvent désormais s'instruire sur place ici à Abidjan. La première formation en terre ivoirienne est donnée depuis ce lundi par des experts venus de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation de Bordeaux à 20 notaires. Il y a 20 notaires qui vont être formés, mais après cette formation, on l'ouvrira. Ça sera d'autres corps de métier, d'autres personnes qui seront intéressées. La médiation professionnelle est un mode alternatif de règlement de litige par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends. Le médiateur ne donne pas de conseils, il ne donne pas de recommandations. C'est les parties elles-mêmes qui trouvent la solution à leurs conflits. C'est-à-dire, on est en conflit, chacun décide par exemple de lâcher du lest, donc chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin, comme on le dit couramment. C'est depuis 2014 que la fonction de médiateur professionnel est autorisée en Côte d'Ivoire. Cette formation est vraiment bienvenue parce qu'elle va nous permettre de matérialiser, de pouvoir entrer de façon profonde dans la médiation. La médiation est un peu un appendice de notre profession. Il était donc important de maîtriser véritablement les outils pour mieux servir la médiation et mieux la mettre au service de nos clients, au service de la population. Au terme de leur formation en septembre 2016, les 20 notaires, forts de leur nouvel outil, viendront agrandir la famille des 5 médiateurs professionnels déjà actifs dans le pays. Je vous livre à présent le communiqué du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, communiqué relatif à la grève des greffiers de Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, tient à rassurer les greffiers de Côte d'Ivoire que les diligences à effectuer pour aboutir à la signature du décret d'application de la loi du 7 juillet 2015 portant statut des greffiers prétexte à la présente grève sont en cours. Il les informe que le dit décret rédigé en accord avec leurs syndicats regroupés au sein de l'Alliance des structures syndicales et mutualistes des greffiers est au stade des ajustements avec les ministres chargés de l'économie et des finances ainsi que celui du budget. C'est pourquoi il condamne les menaces proférées et agressions physiques exercées par les greffiers contre leurs collègues et prend l'engagement d'assurer la sécurité de ceux qui ont décidé de travailler. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, estime dans ces conditions que la grève en cours n'a pas sa raison d'être et invite instamment les greffiers de Côte d'Ivoire à reprendre le travail afin de donner une chance aux négociations en cours. Il promet par contre d'appliquer la loi dans toute sa rigueur à l'encontre de ceux qui se rendront coupables de ces excès. Dans le domaine agricole à présent, la filière ANACAD, le conseil agricole entre dans sa phase active. 3 structures se sont mises au service des producteurs pour améliorer leur production. Il s'agit de l'ANADER, le FICA, c'est-à-dire le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, et enfin le conseil du coton et de l'ANACAD. Explication, Noël Nyagno. L'anacadier, au commencement, une plante écologique à son introduction en Côte d'Ivoire en 1959. Aujourd'hui, la culture de l'anacade est devenue une spéculation de rente principale pour les populations du nord, du nord-est et du centre de la Côte d'Ivoire, avec une production en forte croissance.
400 000 tonnes en 2011, 500 000 en 2013, 550 000 en 2014. Avec la réforme survenue en 2013, un axe majeur a été mis en place en mars 2014 pour impulser une dynamique à la productivité. Le Conseil agricole permet d'améliorer la productivité à la base à travers le renforcement des capacités des producteurs. On leur apprend à maîtriser l'itinéraire technique. Ce volet est accompagné aussi par le volet de gestion pour leur permettre aussi de pouvoir investir dans la filière. Et puis à travers l'interprofession qui va être mise en place, de sorte que les producteurs, les commerçants, les transformateurs, les exportateurs puissent constituer cette interprofession qui elle-même peut prendre son destin en main. 2014-2015, un an après, un examen s'impose. Voici qui explique la rencontre de Bassam pour passer au scanner les acquis, mais aussi les insuffisances. La qualité de l'anacarde de la noix brute de cajou s'est fortement améliorée, ce qui a permis d'avoir des prix rémunérateurs très intéressants aux producteurs. Le second, la productivité du verger, nous étions autour de 300 kg à l'hectare et aujourd'hui nous sommes passés à peu près à 500 kg à l'hectare. En termes d'insuffisance, on peut dire que la première année c'était un peu le balbutiement. Il fallait aussi prendre contact avec les producteurs, les identifier, connaître où ils sont, faire le diagnostic de leur exploitation avant de leur apporter un conseil à la carte. Pour corriger ces insuffisances, des contrats spécifiques sont signés entre les trois structures à travers leurs principaux dirigeants, avec un maître mot: mieux encadrer les producteurs. Avec l'amélioration de la qualité, avec la demande de plus en plus croissante, beaucoup de problèmes vont surgir et c'est au fur et à mesure que nous allons les régler. Quand vous allez au nord, vous croyez que ce n'est pas des champs d'anacarde, c'est des forêts d'anacarde. Donc il faut encourager les gens à faire les éclaircies, tout ça, ce n'est pas facile. Outre les dirigeants des structures signataires de la Convention de mars 2014, le FIRCA, l'ANADER, le Conseil du coton et de l'anacarde, des paysans des 19 régions productrices ont été associés à cet exercice. Bilan. La 21e conférence des partis sur le climat tenue au Bourget à Paris a pris fin samedi dernier. Un rendez-vous qui a permis l'adoption d'un accord ambitieux pour sauver la planète Terre. 195 pays participants, au nombre desquels figure la Côte d'Ivoire, notre pays. Ces pays-là se sont engagés pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. En politique, avec le RDS, cette réunion du bureau politique, 8 points partis unifiés, sans que les partis composant l'Alliance des oufouettistes perdent leur identité idéologique. C'est la décision finale contenue dans le communiqué final de la réunion du bureau politique du Rassemblement des Républicains tenue aujourd'hui à la rue Le Pic, au siège du RDR. Un bureau réuni dans sa quasi-totalité qui a approuvé cette décision après près d'1h30 de délibération autour de la question du parti unifié proposé par Henri Conan Bédier, président du présidium du Rassemblement des oufouettistes. Je vous propose d'écouter à présent le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro. Le bureau politique note que la famille des oufouettistes dispose depuis 2005 d'un instrument d'encadrement des populations, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Pour le bureau politique, cette dynamique de rassemblement doit se poursuivre. Il s'agit à présent de mobiliser toutes les énergies au sein du RHDP en vue de mettre en œuvre avec responsabilité ce grand projet politique du XXIe siècle en Côte d'Ivoire. Par conséquent, le bureau politique donne mandat à la direction du parti, conformément à la motion relative au parti unifié du 3e congrès extraordinaire du 22 mars 2015, d'engager un dialogue constructif avec l'ensemble des partis membres du RHDP et l'ensemble des Ivoiriens qui partagent la philosophie politique de Félix Houphouët-Boigny en vue de réaliser, dans le respect de l'identité de chacun, ce pacte républicain de la Côte d'Ivoire nouvelle. Le Front populaire ivoirien est en deuil. Miaka Oureto, l'un des ténors du parti, est décédé le 24 octobre dernier. Sachez qu'il a assuré les fonctions de secrétaire général du Front populaire ivoirien de 2001 à 2011 et de président par intérim du parti de 2011 à 2013. Un hommage lui a été rendu par sa famille politique, le FPI.
Rassemblés ce lundi 14 décembre, en début de soirée, au siège du parti, le Front populaire ivoirien FPI pleure Miaka Oureto. Le FPI a perdu Miaka Oureto depuis le 24 octobre 2015, à la veille du scrutin présidentiel. Lors de cet hommage organisé par la direction du parti pour la dernière séparation d'avec l'homme qui fut secrétaire général de 2001 à 2011 et président par intérim du FPI de 2011 à 2013, l'heure est à la méditation sur les dissensions survenues ces derniers mois au sein du FPI. Car, à entendre les témoignages que ses camarades et militants ont rendus de lui, l'homme a manifestement incarné l'ouverture au sein du FPI. Il réconcilie la grande famille du FPI ces derniers temps confrontés à de grands malentendus, confrontés à des dissensions. Une dissension qui aurait pu faire qu'aujourd'hui, nous célébrions Miaka à l'absence de tous ceux qui auraient dû logiquement être avec nous. Les souvenirs de combat et de joie sont nombreux, pour en évoquer quelques-uns. Le temps de Pascal Affi-N'Guessan est grave, la gorge nouée, la séparation est douloureuse. Nous avons passé des moments inoubliables. Nous avons mené ensemble des luttes âpres. Nous avons souffert ensemble. Nous avons sauté de joie ensemble lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2000. Et notre avenir est d'être ensemble. Ensemble pour continuer la lutte. Ensemble pour accompagner ceux d'entre nous que le Père Céleste décidera de rappeler à lui. Cet hommage, Affi-N'Guessan le souligne, aura été un moment de célébration de la bravoure de Miaka Oureto. Mais dans le même temps, il déplore les incompréhensions au sein du parti, car Miaka Oureto s'en va, laissant derrière lui un parti divisé. La mort de cet universitaire enseignant d'économie est une autre grande perte qu'enregistre le Front populaire ivoirien depuis la crise politique de 2010. Reportage réalisé par Gabriel Zané. Des établissements éloignés des lieux d'habitation, des parents pour la plupart agriculteurs qui ne rentrent que le soir, des situations qui empêchent de nombreux élèves de prendre convenablement le déjeuner. Conséquences, absentéisme et baisse de rendement scolaire. Alors, comment changer la donne? Le maire d'Odiéné vient justement de doter la ville de 3 autres cantines scolaires. Le reportage de Mamadou Kwasi. Selon une enquête réalisée de 2004 à 2010, 83% des élèves admis en classe supérieure avaient accès aux cantines scolaires. Et les 59,22% d'échecs sont ceux qui n'y avaient pas accès. Et pour cause, certains parcourent des kilomètres entre l'école et l'habitation pour aller déjeuner et la distance faisant, ce n'est toujours pas évident qu'ils retournent les après-midi. C'est pour pallier cet état de fait que le conseil municipal d'Odiéné, avec à sa tête le maire Nassénéba Touré, a offert 3 cantines scolaires pour les 3 établissements de la commune. Groupe scolaire IEP2, École Jérusalem et EPP Municipalité, le tout d'un montant de 28 millions de francs CFA. C'est un investissement et c'est le contribuable, dont vous, parents d'élèves, des impôts et des taxes que vous payez, qui nous a permis de construire cette cantine. Donc il faut que les enfants fréquentent la cantine. Les parents d'élèves, pour la plupart des agriculteurs, ne sont toujours pas à la maison quand les enfants rentrent à midi. Des élèves qui choisissent de rester à l'école parce qu'éloignés des habitations doivent rester le ventre creux. Et pour les bénéficiaires, tout ceci n'est qu'un lointain souvenir. Cette cantine ultra moderne nous permettra d'avoir un repas chaud à midi et d'être à l'école de façon permanente. Du fait qu'aujourd'hui nous allons bénéficier de la cantine va sans doute améliorer notre taux de réussite. Outre les cantines scolaires, la municipalité œuvre à freiner, sinon à rompre avec la double vacation qui court actuellement à Odiéné, en construisant davantage de salles de classe. Nassénéba Touré, son conseil municipal ont investi plus de 100 millions de francs CFA dans le secteur de l'éducation. Voilà, je vous propose de revenir sur les récents événements survenus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et qui ont entraîné la mort d'un étudiant. La conférence des présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire vient de faire une déclaration. Le reportage est réalisé par Christelle Nda et Moussa Konaté. Après les récents événements survenus les 18 et 19 novembre dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny,
La conférence des présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire s'est réunie pour s'informer sur cette situation de crise. Après analyse, la conférence des présidents a rendu public ses décisions relatives à la résurgence de la violence en milieu universitaire. La conférence exprime sa solidarité et son soutien aux décisions prises par le Conseil de l'Université Houphouët-Boigny et salue le courage qui a structuré la mesure de suspension des deux syndicats. Remercie le gouvernement pour l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer les circonstances dans lesquelles ces incidents sont survenus afin d'identifier, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de ces faits graves et tragiques. Demande à la tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de consolider les décisions du Conseil de l'Université Houphouët-Boigny, notamment le point relatif à l'exclusion définitive des 3 étudiants appartenant aux établissements susmentionnés. Interpelle la communauté nationale et particulièrement les différents acteurs de l'espace universitaire à l'effet de lutter ensemble contre la résurgence de la violence en milieu universitaire. Rappelons que les affrontements entre les étudiants de l'AGCI et de la FESI ont fait 1 mort et 6 blessés. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, l'hôtel Radisson Blu de Bamako a rouvert ses portes aujourd'hui après l'attaque terroriste du 20 novembre dernier revendiquée conjointement par Al-Qaïda au Maghreb islamique et son allié Al-Mourabitoun qui a fait 21 victimes. Il a donc fallu s'activer pour effacer les traces de l'attaque et remettre l'hôtel à neuf afin de pouvoir à nouveau accueillir les clients. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans cet établissement situé au cœur de Bamako. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de nous suivre à travers le monde.